Bonsoir et merci beaucoup d'être venu et merci aux organisateurs de m'avoir proposé de faire un exposé. Je m'aperçois que le titre n'est pas forcément celui qui est sur l'affiche. Vous savez ce que c'est, on travaille sur son exposé et on en oublie le titre qu'on avait proposé. Mais enfin, il va s'agir de morphogénèse animale et en gros de quelle est la physique qui est à l'origine des animaux, mais en fait plus particulièrement de ceux qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les chats, les chiens, les humains. D'accord. Donc je vais vous montrer des choses qui sont pour la plupart en libre accès sur mon site académique. Donc vous pourrez les retrouver, et puis je crois que ça va être enregistré, vous pourrez retrouver les films à votre convenance par Internet. Alors la morphogénèse, c'est un phénomène, c'est-à-dire comment une forme advient. Et puis c'est une discipline, c'est la science qui étudie l'arrivée et la survenue des formes dans la nature. Alors en réalité, c'est un entrelac de physique, de chimie, de biologie, suivant le système auquel on s'intéresse. Et depuis très longtemps, les physiciens se sont penchés sur les formes. Donc en sciences des matériaux, on va dire, en physique des matériaux, physique de la matière condensée, on est très habitué à décrire, à étudier des choses comme les bulles de savon. C'est très simple, c'est une sphère, on souffle dans la bulle, ça fait une sphère. Mais nonobstant, on étudie aussi des choses assez compliquées, comme les flocons de neige, ou par exemple ici des rigoles qui se forment sur une plage quand la mer descend. Donc dans cette image, la mer descend et les rigoles dans le sable remontent. Vous avez une arborisation qui se forme en quelques minutes. Là, c'est la plage de Granville. Et ça, c'est une sorte de cochonnerie. C'est un dépôt électrolytique qui se forme sur une électrode quand on fait de la galvanoplastie. Voilà. Vous pouvez passer un courant électrique dans une solution binaire de sulfate de cuivre. Ça donne ça. Et c'est tout petit, ça fait 1 mm. La photo fait 1 mm. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses très compliquées qui évoquent de la biologie par la physique. Alors, en biologie, il y a toutes sortes de disciplines qui ressemblent à de la morphogénèse, en fait. Donc l'évolution, c'est quand même une espèce de morphogénèse. On essaie d'expliquer la venue des formes par des principes. Bon. La zoologie, l'embryologie, la physique, la biologie du développement, c'est de la morphogénèse. Et dans cette morphogénèse biologique, les physiciens sont un peu embêtés. On a une sorte de gène technique parce qu'il y a des choses assez variées. Donc, vous pouvez trouver des radiolaires. Je crois que c'est des radiolaires, là en bas. Bon, ça ressemblerait bien à un cristal. Vous pouvez trouver des choux romanesco. Donc, c'est une plante, en bas à droite. Ça a le goût de brocoli ou quelque chose comme ça. C'est assez régulier. Bon. Vous avez des choses assez régulières comme les poumons, tout ça. Et vous avez des individus qui sont chacun par essence unique et dont on est un peu embêté pour faire des lois générales. Alors, quand on regarde le spectacle du vivant que ça produit, ces individus, ça produit des espèces, des individus, des espèces, un tableau, la taxonomie de toutes les espèces vivantes, dont on est bien en peine de dire s'il y a un ordre là-dedans et s'il y a quelque chose comme un ordre qui apparaît au cours du temps, s'il y a une flèche de l'évolution. Les animaux sont rudimentaires, puis après, ils sont assez complexes. Donc c'est une question philosophique, épistémologique qui pose des problèmes et qui est en résonance avec des tensions dans la société. Alors, comme je ne suis pas devant des élèves de 6e, je suis libéré des obligations, disons, contractuelles qui me lient à l'État français. Donc, nous sommes entre adultes consentants. Et donc, on peut évoquer les problèmes que ça pose. Parce que, est-ce qu'il y a un chemin dans l'évolution qui produit des animaux dans un certain ordre ou pas? Est-ce que les animaux sont le fruit du hasard? Est-ce que les animaux sont déterminés? Est-ce que les animaux sont contingents? Alors j'ai mis un vers de Antonio Machado, un poète espagnol, qui dit
Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Ou bien peut-être il y a un chemin, une loi générale pour faire tous les animaux. Oui. Alors, ce n'est pas contradictoire. Je vais vous montrer que ce n'est pas contradictoire. Vous pouvez très bien faire au hasard des animaux déterminés. Hein, c'est le principe du tirage du loto. Tous les samedis, enfin, je ne joue pas au loto, je crois que c'est le samedi. Tous les samedis, le loto est tiré au hasard. Mais, nonobstant, vous connaissez toutes les grilles qui pourraient sortir. D'accord ? Donc, les grilles sont déterminées, elles sont tirées au hasard. D'accord ? Donc, ce n'est pas contradictoire. Alors voilà des exemples de solides plus ou moins réguliers. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas les radiolaires, c'est ça. Donc, on attaque le cœur dur du problème. On va oser. C'est l'être humain, l'animal qui nous intéresse le plus. Alors, quand on parle de la forme, moi je vais vous parler que de la forme, donc ça va être assez restreint, mon exposé, puisque je vais vous parler de la physique. Donc je vais vous parler du physique. Le physique, c'est de la physique. D'accord ? Quand vous voyez ça, ces jolis garçons, cette jolie fille, ça vous évoque des tas d'autres choses, mais nonobstant, leur pattern, il est physique. Donc il faut expliquer cette chose matérielle, la forme de la tête. Alors évidemment, ça pourrait être un peu présomptueux de vouloir expliquer Alain Delon. Mais le but, c'est d'essayer de comprendre l'organisation, s'il y en a une, des animaux. Donc, si on peut peut-être pas prétendre à expliquer Alain Delon, enfin peut-être on peut expliquer quelque chose comme l'homme, alors on aura aussi envie d'expliquer le passage des animaux des uns aux autres, dans la famille des primates, nos plus proches cousins. On serait content de pouvoir donner une explication physique de leur existence et du passage des uns aux autres. Mais malheureusement, il n'y a pas que des choses qui font sourire, il y a aussi les ratés et malheureusement les erreurs. Il y a malheureusement beaucoup d'enfants qui naissent avec des malformations plus ou moins sévères, plus ou moins fréquentes. Et la cyclopie, c'est parfaitement documenté, pas seulement chez Homère. Ça constitue une conception sur 200 à peu près. Mais la plupart de ces conceptions ne vont pas à terme, où les enfants sont morts-nés. Donc c'est quand même assez fréquent en termes de conception. Et en fait, il existe un continuum de malformations entre les yeux légèrement rapprochés mais asymptomatiques jusqu'à la cyclopie qui est en général fatale à la naissance. Donc comment ça se fait qu'il existe une sorte de curseur qui est l'écartement des yeux et ça fait 2 yeux, 2 yeux, 2 yeux, 2 yeux, un œil. Comment est-ce même seulement possible? Donc ça va être notre sujet. Et quand on voit ça, on se dit, bon, ce sont des embryons disséqués, on va essayer d'expliquer ça. On commet une erreur, c'est que ces embryons sont disséqués, et en réalité, ils sont dans une poche qui s'appelle le sac amniotique, la poche des os, qui est une création du bébé. C'est-à-dire l'embryon fabrique son propre sac. Donc nous sommes des amniotes. Donc si on veut expliquer l'homme, sa forme, c'est la chose qui est représentée à droite qu'il faut expliquer. Le sac, avec le bébé dedans. Tout fait par lui-même, par le bébé tout seul. La maman, elle produit de l'engrais, si vous voulez, mais elle ne participe pas à la sculpture du bébé. Alors, les animaux, ça commence de cette famille-là, ça commence par des espèces de petits poissons qui s'appellent les céphalocordés, qui n'ont pas de sac. Ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de cou, ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas d'yeux, ils n'ont pas de dos, ils n'ont pas de vertèbres, enfin, ils n'ont pas grand-chose. C'est des espèces de tuyaux qui mangent à un bout et puis qui font caca à l'autre. Ils sont tout en bas, si j'ose dire, et au fur et à mesure des millions d'années apparaissent des animaux plus sophistiqués, et le sac amniotique apparaît en gros avec les tortues. Donc pourquoi faut-il attendre 380 millions d'années pour fabriquer la chose la plus simple qui est la sphère? Vous voyez, c'est le genre de question qu'un physicien se pose. C'est beaucoup plus facile de faire une sphère que de faire un bébé. Donc pourquoi il a fallu attendre 380 millions d'années pour que le céphalocordé s'invente un sac? Alors on va faire un petit rappel stratosphérique de paléontologie. Il y a 550 millions d'années au précambrien ou cambrien, il y a des petits animaux en forme de vermisseaux qui ne sont pas vraiment des poissons, mais enfin ça commence à être un peu des poissons. Ils ont une structure un peu de tacos, de crêpes repliées, et ils sont assez symétriques gauche-droite.
à tel point que le représentant actuel s'appelle Amphioxus, c'est pointu des deux côtés, c'est un animal, on a un peu du mal à distinguer la tête de la queue. Au fil des millions d'années, ces animaux, qu'on appelle les premiers chordés, deviennent, entre guillemets, des tétrapodes, comme donc le premier tétrapode vrai, qui est Acanthostega, qui a 350 millions d'années. Les premiers tétrapodes étaient capables de marcher très très bien. Ça a été étudié en détail du point de vue biomécanique. C'est une espèce de surprise, c'est que les premiers animaux qui avaient des pattes marchaient comme nous, en fait. Enfin, à quatre pattes, mais comme des chats. Ils étaient déjà mécaniquement complets. Donc ça pose une espèce de question, comment on passe des animaux plutôt en forme de tube à des animaux en forme de... On ne sait pas les qualifier. Maintenant, on sait les qualifier. Ils sont hyperboliques. Je vais vous montrer dans quel sens ils sont hyperboliques. Donc, j'ai fini ma petite introduction. Je vais vous parler de comment on observe aujourd'hui les embryons. C'est la nouveauté, si vous voulez. Elle est surtout expérimentale, en fait. Et on va voir la fabrication d'invertébrés à peu près complets. Donc, à partir de maintenant, ça va être assez récréatif, parce que ça va être que du cinéma. La pluralité des opinions est bienvenue. Vous pouvez être pas d'accord avec ce que je vais vous dire comme interprétation. Mais la nouveauté, c'est que la chose que vous devez discuter, c'est ce que je vais vous montrer. Parce que c'est ça, la chose même qui fabrique un embryon. Après, on peut discuter des conséquences épistémologiques. Alors, on ne va pas faire les humains parce qu'on n'a pas le droit, et puis ce serait un peu douteux. On va faire le poulet. Donc le poulet aussi, c'est représenté comme ça. Et vous remarquez qu'un poulet est à peu près complet. Vous voyez, si je vais au stade, on remonte les stades de Hamilton, 22, 21, 20. Vous voyez qu'au stade 18, vous avez un vertébré reconnaissable avec une tête, un œil, etc. Ça se passe quelque part autour du stade 13 ou 12 qu'apparaît la structure d'un vertébré à partir d'une galette ronde. C'est un objet qui fait 3 mm. Donc, une chose que vous devez savoir, c'est que les animaux se forment à partir de galettes de 3 mm. C'est une chose que vous ne savez pas. Donc, ce qu'il faut discuter, c'est qu'est-ce qui se passe quand les embryons font 3 mm. Alors, pour ça, on les sort de l'œuf, on les met dans des microscopes, on les filme de tous les côtés, et on va donc voir différents stades de développement. En bas à droite, c'est un stade très jeune, et puis en haut à gauche, c'est un peu plus tard. Et avec ce type d'imagerie, on peut reconstituer ces planches historiques des différents stades de formation des animaux. Voilà les 3 premiers jours, très cursivement. Donc voilà le 3e jour, le poulet. Et pour moi, c'est fini. C'est-à-dire pour le physicien, là, le 3e jour, c'est terminé. Il a un dos, il a des petits embryons de pattes, des yeux, etc. Après, c'est une monstrueuse dilatation. Ce qui va nous intéresser, c'est les 3 premiers jours de développement du poulet. Donc, c'est très petit et c'est très rapide. Le reste, c'est une espèce de dilatation énorme. Alors, avec les nouveaux dispositifs, on peut filmer de tous les côtés. Donc, on va voir de profil, de face, de 3/4, enfin bon, pour se faire une idée globale. Donc, voilà, le démarrage, le poulet, comment on le reçoit. Il sort de la poule, il a passé 1 ou 2 jours dans la poule le temps qu'elle fasse sa coquille. Donc, il s'est déjà un peu développé. Il fait 20 à 30 000 cellules et c'est une galette de 3 mm. Voilà un poulet, c'est une galette de 3 mm. Ça ressemble au petit point blanc que vous avez sur l'œuf quand vous préparez l'omelette. Et si ça veut bien marcher, voilà 7 heures de développement d'un poulet. Et la nouveauté, c'est qu'on vous fait le cinéma, alors qu'avant, on mettait des photos à plat. Et quand on fait le cinéma, on est très surpris, surtout si on a fait de la physique, parce qu'on voit manifestement un écoulement. Un écoulement, ça ressemble à une espèce de liquide qui tourne, et on a l'impression que ça tourne plutôt comme ça, vers le bas. Et le bas qui sera le bas du corps. Alors avec les outils modernes, les petits points que vous voyez, c'est les cellules. Hein. On peut accélérer indéfiniment. Donc voilà, accélérer en 2 secondes 7 heures de développement. Et on voit que c'est des espèces d'énormes moulinets. Donc la fabrication d'un animal, c'est des moulinets sur une galette plate de 3 mm qui ont lieu pendant les 3 premiers jours de développement. Si ce n'est pas ça le problème que vous adressez, sur lequel vous vous penchez, vous passez à côté de la question. Ça, c'est la bonne question. Alors, il faut une initiation, parce que c'est nouveau. Il faut comprendre ces mouvements. Donc, aujourd'hui, on hérite de toute une histoire de l'analyse des images, Étienne Jules Marais, la chronophotographie, le time-lapse. Et donc, l'activité moderne, ça consiste à cartographier les mouvements dans les embryons
mais tout le mouvement partout. Voilà. Donc on met des cartes de points et on cherche l'intégralité du mouvement. Comment ça bouge? C'est quoi le mouvement qui fait un animal? Donc ça c'est typiquement un film, on met des petits points et on extrait les champs de vitesse. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est physique. Les biologistes, ils ne s'intéressent pas tellement aux champs de vitesse. Mais la physique vous dit qu'il faut comprendre le champ de vitesse. Donc dans le film que je vous ai montré, voilà le champ de vitesse, ça fait des tourbillons, 2 tourbillons avec ce qu'on appelle un point colle, c'est-à-dire un point où la vitesse est nulle, qui est l'équivalent de 2 jets qui vont l'un vers l'autre. Si vous envoyez 2 jets l'un vers l'autre, ça fait ça, et ça s'écarte dans une direction, et ça se rapproche dans l'autre. C'est un point colle, un point de stagnation, c'est le terme physique. Le terme biologique, c'est anus. Voilà. Vous voyez. Donc on est dans une situation un peu, on se regarde en chien de faïence, le biologiste décrit l'origine de l'anus, c'est ce point-là. Pour nous, c'est le point de stagnation d'un écoulement hyperbolique tourbillonnaire qui a lieu dans une galette de 3 mm. Vous voyez. Donc il y a un problème de langage. Voilà, vu en plus grand détail, le point de stagnation, ça s'éloigne d'un côté et ça se rapproche de l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle un écoulement hyperbolique. Donc ça tournicote. Alors, on va continuer. Alors je vous ai montré, il y a 2 grands tourbillons vers l'avant et il y a 2 petits tourbillons vers l'arrière. Ce n'est pas très clair, mais quand on les extrait, effectivement, il y a 2 petits tourbillons vers l'arrière. Donc, alors on va le revoir. Voilà un autre embryon. Alors, quand vous les sortez, vous ne savez pas où ça va tourner. Bon, ah bah tiens, ça tourne, ça démarre sur le bord. Alors ça, je crois bien que c'est un film. Oui, c'est un film. Hop, ça s'enroule comme du café, des 2 côtés. Ça démarre au bord et ça s'enroule vers l'intérieur. Donc si vous voulez comprendre les animaux, c'est ça qu'il faut décrire. Voilà. Le champ de vitesse, c'est toujours plat, il n'y a toujours pas d'animal, ça tournicote. Alors quelle est l'origine de ces écoulements? C'est ça la question. Et quelle est la forme de ces écoulements? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça bouge et pourquoi ça bouge comme ça? Alors pourquoi ça bouge? Parce que les cellules animales tirent les unes sur les autres. Et pourquoi que ça bouge comme ça? C'est parce que la galette ronde, elle a hérité des divisions cellulaires précédentes, et à l'intérieur de la galette, il y a un pavage de cellules qui n'est pas régulier. Donc ça, c'est un exemple, c'est la grenouille. Vous voyez, il y a des espèces de grands anneaux concentriques, de grands croissants. Alors c'est vrai aussi pour un poulet, c'est un peu plus difficile à voir. Le poulet, c'est rond, mais quand on va zoomer, on fait Google Maps dans un poulet, on voit qu'il y a des grandes cellules, des petites cellules, des moyennes cellules, et qu'en fait, les cellules sont plus grandes au bord, et les plus grandes sont plus grandes à l'arrière. Donc ça a l'air rond, mais dedans, il y a une structure interne. Et tout le monde se tire dessus. Et si vous avez des mammouths et des moutons qui sont répartis comme ça, et les mammouths ils tirent plus que les moutons, bah ça bouge. Et le mouvement dont vous héritez, c'est ça. Alors la question qui est derrière, c'est chez les vertébrés, les premières divisions cellulaires, représentées ici, sont asymétriques. Il y a une grande, une petite, une grande, une petite, une grande, une petite, une grande, une petite cellule. Et le résultat, c'est un espèce de jeu de cartes qui est battu, qui a cette forme qui est très difficile à prévoir intellectuellement. La morphogénèse, c'est un problème à frontières libres, c'est-à-dire c'est pas que les formes sont codées génétiquement à la nez, la œil, la... Non, pas ça du tout. C'est une galette molle qui roule dans des tourbillons. La forme, c'est le résultat. Vous voyez, c'est pas qu'il y a codé animal, il y a codé tournons la patte comme ça, bah, le résultat, ce sera l'animal. Si je vous avais demandé de me définir qu'est-ce qu'un animal, vous auriez probablement été en peine de le dire, ou peut-être pas, mais certains d'entre vous auraient donné des réponses différentes. On aurait dit bah, c'est le résultat de la génétique, c'est le résultat de l'évolution, c'est les trucs qu'on voit dans les bois. Bon. Un animal, c'est l'attracteur d'un écoulement viscoélastique sur une galette ronde. Voilà. Ça, c'est la définition physique qu'on peut donner aujourd'hui. Donc, voilà un exemple. Le tout début, ça démarre. On peut modéliser l'écoulement, ça se fait, et on voit bien que ça colle. Alors, qu'est-ce que c'est? On modélise un écoulement quadrupolaire, etc. Attention, c'est plus rond. Ah ben oui, c'est plus rond, parce que si je prends une galette et je la lamine dans un écoulement qui est des tourbillons, ça n'a aucune raison de rester rond. Bah, effectivement, ça ne reste pas rond, ça s'allonge vers l'arrière. Bon, alors il n'y a toujours pas de poulet, c'est plat, ça roule, et ça s'accumule à l'anus.
Donc voilà ce qui se passe, ça s'enroule, et vous voyez cette zone qui s'accumule, blanchâtre, c'est les cellules qui s'accumulent là, qui vont faire l'anus. Alors ce qui se passe, c'est que les cellules qui s'accumulent là, qui arrivent de la galette en faisant ça, collision, grosse manifestation, elles ont une manière de s'échapper qui est de passer à l'intérieur. Donc ça devient un peu 3D, ça mouline à 2D et ça passe un peu à 3D. Ça c'est un autre exemple vu d'en haut. Et on voit que toutes les cellules sont entraînées dans ce mouvement, très bizarre. Ça fait ce qu'on appelle des plumes convectives, ce que vous connaissez sous le nom de champignons. Les champignons atomiques, c'est quand vous avez des convections, vous avez une masse, et vous l'emportez dans des convections, ça fait des espèces de croissants, des espèces de boucliers, des espèces de champignons. Donc, si vous regardez les différents territoires de l'embryon, ils sont transformés en champignons emboîtés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout intuitif. Pas du tout. Qui aurait pu penser que ce qui est décrit en biologie comme le croissant cardiaque, le croissant de la tête, les ammonites qui ont les trilobites qui ont une espèce de bouclier devant, etc., ce sont des espèces de champignons atomiques. C'est le transport dans l'écoulement. Simplement, vous prenez un disque, vous l'entraînez dans un écoulement et il fait des champignons. Donc, les cercles concentriques dont je vous ai parlé tout à l'heure deviennent des espèces de croissants. Donc, toujours pas de poulet, mais on ne peut pas comprendre un poulet si on ne comprend pas tout ça. D'où la difficulté pour les paléontologues, parce que personne n'a jamais trouvé un embryon de dinosaure à 3 jours de développement. Donc, ça pose des difficultés méthodologiques absolument énormes. Donc, les cellules collisionnent au niveau de l'anus. Qu'est-ce qui se passe? Tectonique des plaques. Ah, ça ne veut pas faire la tectonique des plaques, tout à l'heure ça le faisait. Ça s'engloutit dans l'anus, donc je suis désolé de vous le dire. Nous sommes le résultat d'un énorme engloutissement de la moitié de nous-mêmes dans notre propre anus. Voilà. C'est comme ça. Je m'envoyais navré. C'est comme ça. Donc la moitié du tissu rentre dans le trou et se propage en dessous. Donc c'est quasi 2D. Il y a la couche au-dessus, la couche en dessous, et tout ce qui était au-dessus commence à rentrer en dessous. Et la nouveauté, c'est qu'avec les caméras dont je vous ai parlé, etc., on peut regarder en dessous. Et on regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien, ce qui se passe, c'est que les cellules qui sont rentrées s'étalent en dessous. Donc la crêpe en haut diminue d'autant de ce qui est rentré. D'accord? Et ce qui est rentré se propage et arrive au bord de la galette. D'accord? Ça va? Tout le monde voit? Tout le monde suit? J'ai perdu personne? Bon. Donc on va regarder, mais qu'est-ce qu'elles font, les cellules qui sont rentrées dans l'anus? Bon. Alors, on les voit là, elles rentrent. Ah ben, on voit qu'autour, ça converge vers le trou, et en dessous, ça s'éloigne. Bon, alors c'est cohérent, on comprend ce qui se passe. Attention, alors c'est un gros plan du bout. Alors, on voit une espèce de lave qui arrive vers nous. En fait, c'est les cellules qui sont rentrées. Alors vous voyez qu'en dessous, il y a les cellules qui vont vers le trou, et là, il y a les cellules qui sortent du trou et qui vont dans l'autre sens. D'accord? C'est pas évident. Et voilà, en très gros plan, les cellules qui sont entrées dans le trou sont des cellules différenciées. C'est la première et la plus importante des différenciations. Les cellules du pavage, c'est comme des pavés, elles sont complètement passives, elles ne font rien. Mais quand elles passent dans l'anus, elles deviennent des cellules migrantes et elles partent en courant et elles tirent sur la surface. Donc voilà, si vous ne savez pas ce que c'est que une cellule souche, une différenciation, etc., voilà une différenciation. Vous avez les petites cellules carrées du haut qui arrivent jusqu'au trou, et là, il se produit un phénomène biologique que je suis incapable de vous expliquer, c'est de la biologie. Les cellules prennent un phénotype migrant et elles partent en courant. Mais comme elles partent en courant, elles tirent sur la surface d'où elles viennent. Donc c'est de la tectonique des plaques, où la plaque est tirée par la lave. D'accord? La plaque, elle rentre, ça devient de la lave, et c'est la lave qui tire sur la plaque. D'accord? Bon, alors ces cellules-là, elles vont faire tous les systèmes nerveux, sanguins, etc. Alors je passe, il y a des effets subtils de lissage de la surface. Alors maintenant, je reprends mon embryon, au lieu de le regarder par en dessous, je le regarde par au-dessus, mais je vois se propager ce qu'il y a en dessous. D'accord? Vous voyez? On voit, maintenant, on comprend ce qu'on voit. Parce qu'avant, on ne comprenait pas, parce qu'on ne voyait pas les cellules. Maintenant, on voit qu'il y a effectivement le truc qui se propage. Tant que ça n'arrive pas au bord, il ne se passe rien. Vous voyez la plaque du dessus? La seule chose qu'elle fait, c'est de rentrer dans le trou. Mais tant que les cellules ne sont pas arrivées au bord, il ne se passe rien.
Et quand les cellules arrivent au bord, ça tire sur la surface. Alors, est-ce que c'est évident? Vous voyez? Vous avez compris? Là, j'ai accéléré monstrueusement. Vous avez l'anus en bas. En haut, vous voyez les cellules à travers la plaque se propager. Et quand toutes les cellules sont arrivées au bord, elles ne savent plus trop quoi faire. Elles continuent à tirer. Et ça tire sur la plaque du dessus. D'accord? Bon, en bas, c'est de l'analyse d'image pour montrer un peu les mouvements. Donc, c'est toujours en 2D, mais maintenant, il y a une force qui s'exerce sur la plaque. Et c'est cette force qui va créer l'animal. Donc, voilà la situation. Avant qu'il y ait l'animal, c'est plat avec un trou. Et l'animal, ça va être en gros tout ce que j'ai noté futur dos. Le trou s'appelle le premier sillon. Voilà la structure. Alors, ça a des noms assez folkloriques en biologie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les cellules tirent. Ça ferme à peu près le trou, sauf un petit peu qui va être l'anus. Voilà. Et, ah oui, ça tire méchamment sur la surface. Vous voyez? Alors, c'est toujours à peu près plat. Donc, conclusion, ça tourne, ça va dans l'anus, les cellules se propagent, et une fois qu'elles sont arrivées au bord, ça tire sur la surface et ça plie comme une manche de pull over. Sur. Voilà. Et là, vous avez un objet tridimensionnel qui est un vertébré, un céphalocordé, avec ici les plis dorsaux, en bas le futur sacrum, en haut le futur arc ventral, filmé par en dessous. C'est la traction sur la surface qui crée les plis, qui crée un objet tridimensionnel. L'objet tridimensionnel, c'est l'animal. Tant que c'est plat, vous avez une forme, mais c'est la forme d'un écoulement. Et quand vous dépassez un certain seuil de traction, le truc flambe, comme on dit en physique, c'est-à-dire il fait ça. On appelle ça flamber en physique, c'est pas très heureux, mais enfin bon. Et les plis, c'est la bête. Vous voyez? C'est la chose même. Alors là, c'est filmé par en dessous. Là, c'est filmé par au-dessus. Vous voyez, ça commence à tirer, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Voilà. Et vous voyez apparaître le pli central, qui est la corde des céphalocordés, ceux qui ont juste un dos un peu comme ça. Et sur les côtés, les deux bourrelets qui vont faire le dos, la colonne vertébrale. À l'avant, cette espèce de demi-tour qui n'est que, je vais essayer de vous faire un cordé, voilà, je fais ça, voilà, vous voyez, vous avez un demi-tour ici, vous voyez, d'accord, hein, tout le monde est capable de faire ça, il faut avoir un appui assez mou. L'espèce de demi-tour au bout, c'est ça qui va faire l'ensemble des parties céphaliques. Voilà. Donc, vous voyez, quand ça commence à être à 3D, ben, on peut déjà reconnaître la future tête en haut, les futures hanches en bas, la future nuque, etc. Et ça fait des mouvements cohérents. C'est pas que là, ça décide de faire des hanches, là, ça décide de faire la tête. Non, un petit truc de 3 mm qui bouge comme ça, tout est relié et tout est lié par la continuité du champ de vecteur physique. Donc on peut extraire les champs de vitesse, montrer qu'il y a un point colle là, que ça tire vers l'arrière, que ça s'enroule. Donc voilà une vue un peu de 3/4 où on voit la formation du dos. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Je vais essayer de l'arrêter. Là, voilà. Et là, vous voyez, est-ce qu'on voit ma petite flèche sur le... Là, vous voyez la corde des cordés, les petits poissons qui n'ont pas de vertèbres. Là, vous voyez une espèce de bourrelet qui va être le futur col du fémur. Là, vous voyez l'anus. C'est déjà là, après 24 heures de développement. La structure est gravée par le mouvement. Là, ça doit être un autre. Oui, c'est un peu le même genre. Ah oui, alors les plis se referment sur la corde. C'est la propriété des vertébrés. Les cordés, leur mouvement latéral ne se referme pas sur la corde. Chez les vertébrés, la corde est enterrée sous deux nouveaux plis qui sont sur les côtés. Alors ces plis, alors je passe. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'au moment où ça tire vers l'arrière, ça s'enroule comme ça. Et ça, c'est une structure hydrodynamique particulière qu'on appelle un quadrupôle. Pour un physicien, les vertébrés sont quadrupolaires. Voilà. Ça paraît un peu du Salvador Dali, mais ça désigne une réalité mathématique qui est connue des artistes en particulier. Léonard de Vinci a représenté l'homme de Vitruve comme ça.
l'homme de Vitruve est quadrupolaire, c'est-à-dire l'homme est quadrupolaire, c'est-à-dire finalement la structure est asymétrie vers le haut, symétrie vers le bas, et asymétrie gauche-droite. Mais c'est un héritage de la structure mathématique de l'écoulement qui est quadrupolaire. Et Léonard de Vinci a bien vu, dans la légende de ce dessin, il dit le centre de l'homme, c'est le nombril. Effectivement, le nombril, c'est asymptotiquement, à la fin, c'est le premier point de stagnation, c'est l'anus. Le deuxième point de stagnation, c'est le nombril, pour des raisons que si on suit l'écoulement, c'est ça qui se passe. Bon, donc si on suit l'écoulement, après ça devient un peu facile. Il suffit de suivre le courant. Donc on voit que ça s'enroule en se propageant et en pliant. Et les plis que vous faites quand vous tirez, ils continuent à avancer. Alors c'est parce qu'ils sont vivants, mais bon, ils pourraient s'arrêter, mais ça continue. Et le tacos se referme et vous avez formé la structure d'un dos. D'accord ? Donc tout ça, c'est que des mouvements visco-élastiques. Et vous avez fabriqué un petit animal bilatéral avec une sorte d'ouverture au bout, etc. D'accord ? Donc ça consiste à tirer sur une plaque molle, à faire 3 plis. Le premier est le long de l'axe médian et les 2 autres se referment dessus. D'accord ? C'est ça la fabrication d'un vertébré. Alors ça continue, vous voyez, ça tournicote, on peut extraire les vitesses, ça fait des grands moulinets. Et ces grands moulinets se propagent vers l'arrière en se rapprochant. Donc vous avez un animal de plus en plus fin, de plus en plus allongé et de plus en plus enroulé. Mais d'une façon déterministe. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter ce phénomène quand vous voulez. Vous ferez un animal plus long avec plus de vertèbres et plus fin, ou plus court et plus ramassé, plus trapu, avec moins de vertèbres. Voyez ? C'est décrit comme ça en biologie, le passage du lézard au serpent, par exemple. Vous allez voir les articles sur comment, c'est quoi un serpent ? C'est un lézard très allongé et aminci dans l'autre direction. C'est inhérent à la dynamique du phénomène. Ce n'est pas qu'il y a eu par hasard un gène du cintrage et un gène de l'allongement. Vous comprenez ? C'est intrinsèque au possible. Quand on regarde le bassin d'une femme, en l'occurrence, de dos, avec un petit peu de matière molle, on voit tout de suite que la queue descend et les ailes de l'os iliaque s'enroulent. C'est en quelque sorte inévitable. Si vous changez les paramètres, ou bien vous faites autre chose, un animal qui n'est pas un vertébré, ou bien vous faites un animal plus ou moins enroulé vers le bas. D'accord ? Alors quand on regarde les bassins des simiens, on constate que le bassin du chimpanzé est très plat, et le bassin de l'homme, vous voyez, si vous prenez le chimpanzé, on a l'impression qu'on pourrait tirer sur la queue, là. Si vous tirez sur la queue, vous enroulez plus l'os iliaque, vous ramassez plus le bassin, vous voilez le bassin. D'accord ? Vous voyez ? Le bassin du chimpanzé est beaucoup plus plat, le bassin de l'homme est beaucoup plus voilé, c'est pour ça qu'on l'appelle un bassin. Il se trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un bassin voilé pour tenir les viscères. L'être humain se tient debout et ses boyaux reposent sur le bassin, parce que par définition c'est un bassin, la forme de bol, l'os est voilé à 3D. La plupart des animaux se tiennent comme ça, parce que leurs boyaux pendent et ils ne peuvent pas tenir leurs boyaux s'ils se tiennent debout. Ça tombe. La poche ventrale n'est pas tenue, ou très mal tenue par les viscères. Et accessoirement, vous pouvez faire passer une plus grosse tête à travers le bassin. Donc, vous voyez, il y a des relations entre les choses insoupçonnées. Alors, je vais juste dire un mot pour... est-ce qu'il y a dans la salle des anciens professeurs de mathématiques ou de physique ? Non ? Bon. Alors, juste pour vous dire, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des films comme ça. Vous voyez, il y a une espèce de collision. Alors, on extrait toutes les vitesses avant la collision, toutes les vitesses après la collision, et en faisant beaucoup de mathématiques, on peut montrer des équations, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est le dessin en haut à gauche. Le changement de vitesse au moment de la collision a pour seule cause la collision. C'est-à-dire, quand vous regardez ce film, vous voyez, vous avez la moitié gauche de l'embryon qui vient toucher la moitié droite de l'embryon, et ça provoque une espèce d'écartement en éventail à l'avant. Il n'y a pas de gêne de l'écartement en éventail à l'avant.
c'est parce que nous sommes faits de deux moitiés. Alors quand vous écrasez avec votre doigt de la plasticine, ça remonte sur les côtés. Ben, si vous avez deux morceaux de plasticine que vous écrasez l'un contre l'autre, ça s'écarte sur les côtés. Ça peut se montrer mathématiquement. Donc les vitesses changent de 300%, il n'y a aucune cause génétique, aucune. C'est purement physique. Bon, donc, je suis arrivé au stade où j'ai pris la galette. Alors, la nuit, ça a été le bout, ça a tiré, ça fait des plis. Ça a fait un petit tacos, d'accord? Donc maintenant, comment je passe du tacos qui ressemblerait bien au petit céphalocordé d'il y a 400 millions d'années au poulet? Alors, on va regarder la tête. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout? Alors là, je suis un peu embêté parce que ça devient complètement 3D. Donc, c'est difficile de faire les champs de vitesse à 3D. Donc, on va juste faire une évocation que, on a bien la sensation que c'est physique. Donc, on est arrivé avec le tacos qui se ferme là, et on le sort, on le met un peu de 3/4 face, et voilà ce qu'on voit. Vous voyez? Le museau se ferme. Alors, il y a une partie qui s'écarte sur le côté parce qu'elle a hérité du mouvement de la plasticine, une tendance à aller sur le côté, mais le bouc est ouvert, il est toujours dans la situation où il veut aller vers le milieu. Donc, le résultat, c'est que vous avez le museau qui se ferme, pendant que sur le côté, ça s'étale en marteau. D'accord? Une description purement physique du phénomène. Voilà, pour les besoins de l'exposé, j'ai réduit les films à 10 mégaoctets, donc les films sont pourris, mais on a les films en haute définition avec des intervalles de temps de 10 secondes, 1600 points par 2000 points, donc si vous voulez les voir en mieux, c'est très possible. Donc vous voyez, ça se ferme, et vous avez des espèces de patates qui vont sur le côté. Qu'est-ce que c'est que ces patates qui vont sur le côté? Vous voyez, ça se ferme au bout, ça s'étale comme de la pâte à modeler. Ça va être les yeux. Vous voyez, le bout, le museau s'étale sur les côtés comme un marteau. Donc pareil, rebelote, on peut calculer les vitesses et montrer que c'est physique. Alors, une vue frontale, comme si vous regardiez l'embryon. Oui, j'ai représenté là, voilà, une vue comme ça, d'accord? Voilà, vous voyez, hop, ça se referme, paf. Mais pendant ce temps-là, en arrière, ça s'écarte. Et vous avez deux espèces de pétales de cerveau qui vont sur le côté, qui vont être les yeux. Une vue de profil, paf, d'accord, avec ici l'apparition de la bouche, là. Si j'ai le temps, je vais en parler. Et alors, ce que vous avez vu dans ce film, c'est que l'embryon qui était 2D, qui est devenu à des petits plis, il est passé par-dessus le plan qu'il a conçu. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il est passé par-dessus le plan. Les plis, en s'emballant eux-mêmes, sont passés par-dessus le plan. Alors, donc ce point-là, vous voyez, là, la tête vient de passer par-dessus, et ça s'emballe, et quelque chose se passe, le fond du creux du pli, créé par le passage de la tête par au-dessus, part en sens inverse. Alors, c'est une propriété des fonctions sigmoïdes, il y en a une qui va par là, une qui va par là. Les plis s'emballent, mais comme c'est plié en forme de S, il y a un pli qui va vers l'avant, un pli qui va vers l'arrière. Donc on va regarder le pli qui va vers l'arrière. Vous voyez, c'est juste un doigt de gant. Ça fait ça, quoi. Oui. Pas compliqué, ça fait ça. Donc ça engendre une cavité complètement vide, pour l'instant, qui est la cavité viscérale. Vous voyez cet arc qui est en train de descendre. Si vous l'ossifiez plus ou moins, ça fait la cage thoracique, en fait. Vous voyez? Donc vous avez les plis du dos, font le ventre par un passage par-dessus le plan qu'il a formé. Donc vous voyez, les plis sont là, et cette cavité qui est en train de se créer, c'est le ventre, et ici en haut, c'est le cerveau. Voilà, alors le cerveau, on va le voir de l'autre côté. Demi-tour. Voilà, on repart juste après, quand ça a commencé à s'étaler en forme de marteau, et on voit que le marteau s'étale, 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 mais à l'intérieur des plis, il bute sur la surface comme un ballon de baudruche qui viendrait buter contre une vitre, et c'est la butée de cette baudruche contre la vitre qui crée les yeux. C'est dans la continuité du mouvement. Donc, un peu le même, mais vu alors maintenant plutôt de 3/4 face. Vous voyez, c'est l'espèce de morceau de cerveau qui est parti sur le côté, hein, on voit s'étaler. Il s'étale, il s'étale, il s'étale, il vient cogner contre l'ectoderme superficiel, ça se retourne comme une balle de ping-pong, et ça devient un œil. Et on est arrivé là. Et moi, j'ai en gros fini mon exposé, puisque je vous ai dit, moi, je m'arrête quand
on a un animal à peu près complet, mais après c'est une monstrueuse dilatation. Vous voyez l'œil qui est apparu ici. Là, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Voilà, il y a un œil. Bon, après, vous pouvez le grossir, faire un œil de chouette, d'éléphant. Bon, pour moi, c'est du détail. Ça ne m'intéresse plus, entre guillemets. Ce qui est important, c'est le moment où ça se retourne. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on peut décliner, encore un petit peu de temps. Donc, je vous ai parlé un peu, de façon un peu présomptueuse, du visage. C'est un sujet en cours d'étude. C'est très, très difficile de faire l'étude du visage parce que c'est in utero. Donc, on fait le visage du poulet. Donc, je vais vous montrer des visages de poulet. Vous voyez, ça, c'est la situation vue par en dessous où le cerveau, la partie qui va faire l'œil, commence à s'étaler comme un marteau. Et le ventre a déjà reculé un peu et vous voyez que ça tire. Donc, en fait, le goitre, on va appeler ça le goitre, tire. Oui, la tête, elle a envie de pousser par là et le goitre, il a envie de pousser par là. Donc ça crée une situation qu'on appelle de cisaillement, et ça tire et ça fait basculer la tête. Donc vous voyez que si je vous montre cette image, bon, on ne reconnaît pas une tête. Il faut être honnête, on ne reconnaît pas une tête. C'est quand le moment exact où on reconnaît une tête. Alors c'est là, c'est un film très difficile à obtenir. Donc j'en ai un petit effort. Vous voyez, le goitre tire sur la tête bascule, ça fait plier le goitre et vous commencez à reconnaître une petite tête de dinosaure ou une petite gueule de tortue. D'accord? J'ai perdu ma... Vous voyez? Alors, regardez bien. Là, ce n'est pas une tête, ce n'est pas vraiment une tête. Ça bascule, ça pivote, ça plie ici. Et là, on reconnaît, si vous êtes d'accord avec moi, on a l'impression de voir une petite tortue, la gueule ouverte. Oui ou non? D'accord? Oui? Tout le monde la voit, le petit dinosaure. Donc, vous voyez comment ça se passe, à quel moment ça se passe. À 2 jours plus epsilon de développement. Voilà une autre vue particulièrement aussi difficile à obtenir, vue vraiment de face. Et vous voyez que le goitre fait plier la tête, ça flambe vers l'intérieur. Donc ici, vous avez un creux qui, lui, va partir vers l'intérieur. Et c'est ce creux qui va descendre comme une chaussette, va remplir la cavité en faisant les intestins, la trachée, les poumons, les tuyaux, etc. Et va remplir les boyaux. D'accord? Donc, pour résumer, voilà 4 extraits du film. 4 extraits du film. Et voilà, en gros, le mécanisme, vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça plie là, vers l'intérieur, à cause du fait que ça plie comme ça. D'accord? Mais ce n'est pas exactement comme un tuyau. Pourquoi ce n'est pas exactement comme un tuyau? Parce que à l'intérieur de ce goitre, il y a le cœur. Donc voilà, ce goitre vu légèrement en transparence. Et il y a le cœur. Et donc, ça engouffre le pli entre les 2 brins des artères carotidiennes. Et c'est pour ça que vous avez l'estomac qui passe dans le cou, comme ça. Bon, alors, je refais un petit extrait du film. Vous voyez, c'est cette zone-là qui tire. D'accord? Donc si je reviens au film, alors maintenant qu'on a vu ça, c'est plus clair. On voit ici le goitre qui tire et ça fait basculer la tête, d'accord? Vous voyez? Donc vous voyez tout de suite que, que si je tire plus ou moins, je vais faire des animaux qui auront les yeux sur le haut du crâne, ou plutôt les yeux devant avec la tête enroulée. Ça paraît une évidence biblique. Je tire plus, vous voyez, je vais faire... D'accord? Dans les films que vous avez vus, tout est dorsal, jusque-là. Tout votre corps, jusqu'à la mâchoire supérieure, est en fait une partie de votre dos. Ce n'est qu'à partir d'ici que c'est une partie de votre face avant. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu ce phénomène de traction qui a enroulé la tête vers l'avant. Donc si je vous dis une chose aussi simple que si je tire un peu plus fort, je vais faire des animaux qui, au lieu d'avoir les yeux sur le dessus et la bouche devant, vont avoir la bouche plus en dessous. C'est une trivialité quand on a vu les films. Mais je suis en train de vous dire qu'il existe un chemin pour fabriquer des animaux entre les animaux plats, avec les yeux au-dessus, la bouche devant, et les animaux avec une grosse tête enroulée vers l'avant. Il suffit de tirer un peu plus. Ça, ce n'est pas autorisé par les paléontologues. Le passage des animaux comme ci aux animaux comme ça est le fruit du hasard. Ce pas le fruit du hasard, c'est structurel. C'est dans le mécanisme de fabrication des animaux.
Alors, je vais continuer. Ah oui, on peut montrer, bon, j'ai fait un petit appareil juste pour montrer que c'est comme du caoutchouc. Vous voyez, là, on souffle de l'air sur une tête. Et vous voyez, ça s'aplatit comme du chamallow. Donc, c'est juste pour dire que ça a une structure de caoutchouc. Et pour les gens qui s'y connaissent, ça, c'est la déformation en fonction du stress. C'est à peu près une droite. Bah, ça veut dire que ça se comporte comme un élastique. Les embryons, à cet âge-là, c'est comme des élastiques. Vous avez vu que les petits animaux que je vous ai montrés, ils ont une jolie petite cambrure qui est héritée de ces mouvements. On comprend bien, on prend la guimauve, on l'applique comme ça, vous avez une jolie petite cambrure qui est tout à fait homologue de la cambrure de la jeune éphèbe, qu'on peut reproduire, faire une sorte de restitution de cette cambrure en faisant une déformation élastique d'une plaque sous l'effet d'un écoulement, comme je viens de décrire, c'est des équations de von Karman, enfin ça peut se faire, c'est pas très glorieux, mais enfin on reconnaîtrait un peu le pattern de base d'un joli dos, d'accord? Mais attention, cet objet-là fait 4 mm, vous voyez? Donc quand je vous ai parlé de monstrueuse dilatation, oui, ça va se déplier, grandir, etc. Mais il y a quelque chose comme une structure un peu équilibrée des forces dedans qui est conservée, qui fait que ça se dilate et ça reste cambré. Bon, la cambrure d'un cheval, ce n'est pas celle d'un homme, mais bon, c'est un héritage de ces mouvements qui ont lieu très très tôt. Si vous préférez les jeunes filles aux éphèbes, c'est une figure imposée de l'art, la représentation du nu de dos, que l'on peut en fait reproduire avec une équation. Vous voyez, il y a une équation de cette forme-là. C'est une sorte de pattern universel, même tellement universel que Matisse a produit ça comme pattern de figure d'homme. Alors, je veux bien croire que si je vous montre ça, ou si les artistes montrent ça, il y a une composante, disons, érogène, ou titi, avec des images un peu érotiques, mais là, il n'y a rien d'érotique là-dedans. Vous voyez, ça, c'est un universel. C'est pas fini, on ne parle plus de sexualité, on parle de un pattern universel qui est ça, les épaules et les cuisses sans les membres. On peut le reproduire mathématiquement. C'est un idéal platonicien. Il existe dans l'espace des mathématiques. Oui. Alors, le détail de l'œil. Alors voilà, la vue de 3/4, on voit apparaître l'œil. Vous voyez, donc ça représente 10 heures de développement d'un poulet. Le morceau de cerveau s'aplatit contre l'ectoderme, ça se retourne comme une balle de ping-pong et vous vous retrouvez avec un proto-œil, enfin un œil un peu de base, que n'ont pas les céphalocordés. Les céphalocordés, ils ont une espèce de tache optique, mais leur œil ne s'est pas développé. Puisque les céphalocordés, les plis ne se sont pas repliés, n'ont pas fait la grande collision et ne sont pas partis en marteau. Donc le territoire, le croissant devant qui aurait pu faire les yeux, bah, il est resté une espèce de patate devant, au lieu d'être écarté en marteau à l'intérieur des plis. Une hypothèse, un peu plus qu'une hypothèse. On va voir. Bon, j'en ai 13 à la douzaine des films comme ça. Voilà. Alors celui-là, il est intéressant. Parce que si vous regardez bien la formation de cet œil, alors on va essayer de le voir et de le revoir, vous êtes censé voir une oscillation. Alors, on repart. Voilà, ça s'aplatit contre la peau. Hop, ça rentre et ça sort. Est-ce que tout le monde a vu que ça oscille ou pas? Oui? Oui? Tout le monde a suffisamment le sens de l'observation pour voir que ça oscille? Alors, c'est un peu bizarre. Pourquoi ça oscille? Vous voyez, je vais faire un gros plan là. Toc. Ça oscille. On peut le mesurer. Alors, tiens, pourquoi l'œil, il s'aplatit comme un ballon de baudruche contre une espèce de bâche qui est la future paupière. Et ça fait une espèce de mouvement comme ça. Alors, pourquoi? C'est parce que l'œil se retourne, mais le cerveau grossit. Donc le cerveau grossit, ça pousse les yeux vers l'extérieur, mais l'œil se retourne et ça le tendrait à le rentrer vers l'intérieur. Donc la somme de ces deux mouvements fait qu'il y a une phase où ça sort, ça rentre, puis ça ressort. Bon. Donc, voilà, si vous regardez le cerveau, voilà, le cerveau grossit. C'est pas évident, mais le cerveau grossit. Bon. Et il grossit d'autant plus vite que le cœur bat et que l'embryon commence à se raccorder. Hein, alors, ce n'est pas évident ce qu'on voit. On voit un embryon un petit peu avancé, et vu de dessous en haut, vu de dessus en bas. Son cœur bat. C'est pris une image toutes les 10 secondes, donc peut-être celui-là toutes les minutes. Si vous regardez bien,
on voit le cerveau se dilater. Hein, le cerveau, c'est les espèces de petits plis, là. Hein. Le cerveau, c'est jamais que des plis qui grossissent. Hein. Voilà. Ça grossit tellement que ça devient une espèce d'énorme vessie. Enfin, bon. Bon, alors tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est le grossissement de l'œil qui, dans cet embryon, pousse les yeux vers l'extérieur. Donc, c'est la démonstration que l'accroissement du cerveau a un effet anatomique qui est de propulser les yeux vers l'extérieur. Ça a déjà lieu dans l'embryon. D'accord? Donc, il n'y a rien de plus banal que de dire ben, la position des yeux, vous voyez, va dépendre de la taille du cerveau. Donc si vous regardez ces crânes, oui, effectivement, on a l'impression que par rapport au prognatisme, l'arc oculaire est projeté vers l'avant chez les animaux qui ont un plus gros cerveau. Pour un physicien, banal. C'est le résultat de l'évolution. Oui, mais les cerveaux, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que grossir ou diminuer, vous voyez? D'accord? Alors bien vous avez un tout petit cerveau et puis les yeux restent un peu en arrière, bien vous avez un gros cerveau et les yeux vont vers l'avant et donc ça aplatit la face. Vous voyez, donc il y a peut-être une sorte de gêne, puisqu'il y a des choses qui ont l'air d'être très complexes et très chargées symboliquement, qui en réalité apparaissent comme très banales du point de vue mathématique. Un petit problème. Bon, les gens qui font des études cellulaires, je passe là-dessus. Alors le nez, je vous ai montré ce film. Les trous de nez, ça n'est que le pli au fond du coude, le coude étant le marteau qui est parti sur le côté. Vous voyez, le marteau qui part sur le côté, il fait une espèce d'épingle à cheveux. L'épingle à cheveux, elle est toujours là chez un embryon un peu plus âgé, ça va être les trous de nez. Vous voyez, chaque organe, chaque pièce du corps est en fait reliée consubstantiellement à une singularité du champ physique. Je ne vous dis pas pourquoi ça sent quelque chose, je ne sais rien, mais pourquoi c'est là. Alors j'ai bientôt fini. Donc en gros, moi je vous ai expliqué la formation des embryons à peu près jusque par là. D'accord ? Toute cette pâte à modeler, elle continue. Peut-être que dans un poulet, je reviendrai dans 3 ans et puis je vous montrerai tout jusqu'à ce qu'il y ait le bec, etc. Ça, c'est des humains. Je vous ai mis la référence sur YouTube. Des gens ont fait un espèce de film de comment ça continue, ce truc. Mais on ne peut pas filmer des embryons humains in utero. Donc, on met à la queue leu des photos d'embryons morts-nés. Donc, c'est des gens qui ont pris des embryons. Ils les ont tous scannés, photographiés. Ils leur ont donné à peu près la même couleur. Ils les ont remis à l'échelle. Et après, ils ont fait un film en les mettant à la queue leu. Un film qui n'a aucun sens sur le plan scientifique, puisqu'on ne voit pas vraiment les mouvements, les tourbillons, etc. On ne sait pas quel bout va où, mais au moins en les mettant à la queue leu, ça donne une impression un peu de ce que ça donne. Évidemment, les mouvements ont un impact sur... Vous voyez, ça c'est un exemple. Si je prends un cerveau, un crâne de Homo erectus, si je l'animais en tenant compte des mouvements qu'il a subis dans son embryogénèse, je peux peut-être le faire aller vers le passé, ou le faire aller vers le futur, simplement en embrayant un peu plus des mouvements. Voyez. Donc ça donne l'impression qu'il y a un continuum de formes possibles, voyez, gravé dans la dynamique. Je passe, on le voit sur les mâchoires de l'homme, du chimpanzé. Alors j'ai encore 5 ou 10 minutes. Je vais finir sur 2-3 choses. Voilà le cyclope de Polyphème et puis le jeune cyclope. C'est en fait extrêmement facile de faire des cyclopes. C'est extrêmement facile. Les biologistes ont développé un petit sport qui consiste à faire des poissons cyclopes. Et c'est très facile. Il suffit de mettre un petit peu d'alcool dans l'eau de mer qui cultive le poisson. Vous avez 75% de réussite, vous avez un poisson cyclope. Donc, c'est très facile, en mettant de l'alcool. Mais c'est également observé systématiquement chez des animaux, des moutons qui mangent une plante, une certaine fleur, qui en fait produit une molécule, c'est comme ça qu'elle a été découverte, la cyclopamine. Et si la brebis mange ça, le mouton est cyclope à tous les coups. Donc vous voyez, c'est très différent de l'alcool. Ce n'est pas de l'alcool qu'on a mis dans l'embryon. C'est la maman qui a mangé, a brouté la fleur.
Et puis les cyclopes, c'est très fréquent pour une certaine mutation sur un certain gène qui fait que les petits sont cyclopes. Alors, vous voyez, c'est trois choses très différentes. Un gène, un mutant, un inhibiteur, cyclopamine, un inhibiteur d'une protéine qui s'appelle SHH, et l'alcool mis directement dans l'embryon, qui est un fixatif. En réalité, l'alcool durcit les tissus et ça empêche le mouvement d'étalement. Et les gens qui ont filmé les cyclopes, en embryogénèse, une femme, ils ont observé qu'en fait, c'est simplement l'étalement qui est moins fort. Si ça s'étale moins, vous avez une grosse masse devant qui devient un œil. Je vous ai montré qu'il y a un moment où c'est une grosse masse devant, puis après ça s'étale. Alors ou bien ça s'étale et vous avez deux yeux, mais vous êtes biclope, ou bien ça ne s'étale pas et vous êtes cyclope. Donc vous voyez, c'est dans la continuité des mouvements. Ça s'explique très bien. Et je vais finir sur mon point de départ, qui est, mais c'est quoi? Je vous ai montré des trucs très très compliqués, on peut discuter à l'infini si l'interprétation que j'en fais est correcte, mais ce sac amniotique dont je vous ai parlé au début, qui est la chose la plus simple qu'on puisse imaginer, et comment ça se fait qu'il faut 380 millions d'années pour la voir apparaître. Donc je vous ai montré des images comme ça, on a même vu les films avec la tête ici, et voilà le moment où ça passe par-dessus le plan et vous formez la cavité abdominale. Voilà, juste avant qu'il y ait la collision, juste après, la tête passe par-dessus. Donc là, l'image que vous voyez là, c'est vraiment le pli comme ça du pull, hein, c'est la future tête. Ce pli se contracte, il va devenir le cœur et un tas de choses. Je peux vous montrer, bon, vous voyez, ce pli se contracte indéfiniment en fait. Et puis, c'est comme un cordon de kawaii de porte-monnaie, il fronce les tissus et ça devient, les tissus qui sont là deviennent le cœur. Bon, je passe. Mais vous avez vu que ça fait des tourbillons, ça fait des plis qui vont vers l'avant. Et en allant vers l'avant, les plis passent par-dessus le plan de la blastula. On appelle la blastula. En réalité, tel le fer à repasser, vous faites des faux plis avec votre chemise, il y a un deuxième pli qui se forme devant. Donc vous avez un premier pli passer par-dessus, et vous avez un deuxième pli qui va vous passer par au-dessus. Donc le premier pli fait le cœur, les viscères, les boyaux, etc. Et le deuxième pli, vous voyez la tête, hop, s'enfonce, et vous avez le deuxième pli qui passe par-dessus. Tout le monde le voit là? Bon. Et ce pli, il est là. Donc je vous ai montré un arc ventral qui se contracte comme un cordon de porte-monnaie, et vous avez un arc dorsal qui se contracte comme un cordon de porte-monnaie. Comment la nature fait un sac? Elle fait un pli et vite, elle le contracte comme un cordon de porte-monnaie. Et tant et si bien qu'à la fin, ça implose sur un point, ça cicatrise. Et, attendez, là c'est une étape un peu avant. Vous voyez le trou qui se ferme petit à petit. Voilà. Et finalement, vous avez mis le bébé dans le sac. Et pendant que ça finit de faire le sac, vous voyez sortir les pattes dans les enroulements que je vous ai montrés précédemment. Vous voyez les pattes ici qui sortent, le cerveau qui se dilate. Vous voyez, donc c'est ça qui se passe. Le sac se forme par contraction du pli, l'embryon poussant sur la surface. Donc, c'est tout à fait normal que ça se produise après, puisqu'il faut d'abord faire le dos, après vous faites le ventre, après vous poussez, vous en mettez tout le monde dans le joli paquet cadeau. D'accord ? Donc c'est normal, dynamiquement, que les amniotes apparaissent après les anamniotes. Ce qui est un mystère insoluble de la génétique. Pourquoi les amniotes bon. Du point de vue dynamique, ça paraît évident. Vous voyez ? Donc c'est un peu gênant. C'est le principe du fer à repasser. Vous poussez sur la surface, ça plie. Maintenant, l'honnêteté oblige à dire que quand on va voir les livres d'obstétrique, c'est toujours décrit comme ça. La formation des embryons, c'est des espèces de grands tourbillons qui moulinent des bouts de tissu. Et les biologistes mettent des tas de petites flèches, vous voyez, qui sont antagonistes. L'apport de la physique, c'est d'arriver derrière, de comprendre cette masse de données qui existe, qui est très intéressante, et d'essayer de mesurer les flèches partout, et de dire, voilà les flèches, ce qu'elles veulent dire. Et le résultat, c'est que finalement, les amniotes, c'est un espèce de système de poupée russe auto-organisé. Alors, regardez bien. Vous avez une plaque. Vous avez une plaque. Vous la tirez comme ça. Ça fait les plis du dos. Donc, ça fait, en gros, la bête vue de dos.
Le deuxième pli perpendiculaire, ça fait le ventre et le cœur à l'intérieur de la bête. Et le pli d'après, c'est un sac dans lequel est le bébé et dans lequel est le ventre. Donc vous avez 3 poupées, hein, les viscères, dans le bébé, dans le sac, et c'est la première, la deuxième, la troisième, en cascade. Et c'est ça, la formation d'un vertébré. Alors j'ai terminé. Je m'en voudrais de ne pas remercier mes collaborateurs et amis, un médecin ukrainien, docteur Yelena Boriskina, qui a travaillé avec moi spécifiquement sur les tourbillons, sur le dos, etc. Ali Al-Kilani, une étudiante aujourd'hui à l'université King Abdullah en Arabie Saoudite et qui a travaillé sur toutes ces questions-là. Ophélie Foubet qui a travaillé sur la formation de la tête et des biologistes qui m'ont appris beaucoup de choses, Ferdinand Lenoble, Luc Pardano, Olivier Cardozo qui a fait les logiciels pour calculer les vitesses et Annemiek Cornelissen qui n'a pas travaillé avec moi là-dessus mais qui travaille beaucoup avec moi sur les mesures de vitesse, d'élasticité et sur la formation du cœur et des vaisseaux sanguins. Et je vous remercie énormément de votre attention. Voilà.